Depuis plus d'une décennie, les affaires s'amoncellent pour Jacob Zuma en Afrique du Sud. Abus de biens sociaux, affaires de viol, accusations de corruption, revers électoraux, mais le controversé président sud-africain semble insubmersible pour s'en convaincre. Il suffit de voir les résultats de la dernière motion de défiance lancée par l'opposition politique au Parlement. Un sens politique très aiguisé aura permis à Zuma d'y survivre encore cette fois. Mais à y voir de plus près, ce vote semble révéler un peu plus les fractures au sein de l'ANC, historique parti de l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. La bataille de succession est entre autres à l'origine de ce duel entre le camp du président favorable à son ex-épouse et Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel à la base de l'éviction de Thabo Mbeki fin 2007. Jacob Zuma sera-t-il victime du même sort? La question sera posée à Afrique du Sud. Échec de la motion de défiance contre Zuma. Quelle image pour l'ANC à l'approche des présidentielles? Ce sera le thème de notre débat du jour sur Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous préférer. Nous allons vous présenter nos invités sans plus tarder, mais avant l'intermède. Aujourd'hui, sur ce plateau, avec nous, Titus Folly, bonjour. Bonjour, chers collègues. Éditorialiste, vous êtes consultant média face à vous, Aimé Tiefa. Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue expert en stratégie de développement depuis 2009. Aimé Tiefa et son arrivée à la tête de l'Afrique du Sud, Zuma résiste à tous les scandales. Qu'est-ce qui explique cette résistance? Merci. Je voudrais d'abord vous rappeler que, disons que la structuration du pouvoir politique en Afrique du Sud reste sur des bases solides par rapport à l'animation de la vie politique par les partis politiques. Là-bas, il n'y a pas des individus ou des animateurs politiques en solo propagés sur la scène politique et qui, du jour au lendemain, arrivent au sommet de l'État, comme dans nombre de pays africains. Ce n'est pas ça. Le cadre politique est bien organisé, on connaît l'arène et quand on fait la route, c'est toute une route pour arriver au sommet et devenir président de la République, c'est un couronnement. De ce point de vue, un chef d'État en Afrique du Sud n'est jamais tout seul. Il est toujours accompagné. Il y a toujours un vivier qui le soutient, même si à l'interne, il peut exister des dissensions. Donc le président Zuma n'est pas en train de jouer tout seul. Et l'ANC est un parti politique très organisé à tout point de vue, avec plusieurs compartiments qui, ensemble, représentent un système assez fort, assez structuré, assez dynamique. Voilà, Jacob Zuma a été, on le sait, directeur des renseignements de l'ANC. Est-ce que cela a-t-il pu participer de ce qu'il est devenu stratège politique? Oui, je partage cette sphère de réflexion avec vous. Oui, au-delà de Jacob Zuma, au-delà de son statut, c'est en Afrique du Sud, on l'appelle le météorologue national. Pour avoir été le patron des services de renseignement, le patron des fins limiers, c'est le monsieur qui a des fils sur tout le monde. Parce que, vous savez, l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud post-apartheid, avec son ascension fulgurante, a fait naître une classe kleptomane. N'ayons pas peur des mots, où tout le monde veut s'enrichir. La course folle pour l'enrichissement était devenue le sport favori de tout le monde. Et dans cette sphère-là, Jacob Zuma a pu avoir des fils sur tout le monde. Il connaît tout le monde et il maîtrise tout le monde. Donc vous estimez dans ces conditions-là, évincer ce mohican, ce dinosaure-là n'était pas donné à n'importe qui. Et beaucoup ne l'ont pas compris. Et les gens de l'opposition, les ténors de l'opposition se sont lourdement trompés sur ce passé qui n'a l'air de rien, mais qui continue d'être un pesant et qui continuera jusqu'à la fin de son mandat de nouer, de dénouer toutes les stratégies nécessaires au niveau de l'ANC pour contrôler ce méga parti qui lui sert de rampe de lancement. Sans considérer ce statut-là, beaucoup n'arriveront pas à mieux expliquer ce qui s'est passé
il y a 72 heures avec cette motion de défiance. Voilà. Procès pour viol, accusation d'avoir touché des pots de vin dans un contrat d'achat d'armement. Comment un profil pareil a-t-il pu se hisser tout en haut de la pyramide ANC? Quand il venait, en fait, disons, au niveau du président de l'ANC, qui est le lit pour devenir chef de l'État en Afrique du Sud, il n'était pas encore tout ça. Il n'était pas encore tout ça. Et puis, vous avez vu, de 2009 à aujourd'hui, il lui a reproché plus de 1200 chefs d'accusation par rapport à des dossiers aussi bien divers que aussi bien graves. Donc, on peut comprendre que c'est avec le temps et que c'est avec l'utilisation et l'usure au pouvoir qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais de l'analyse de Titus Folly, je voudrais aller un peu plus en profondeur. Disons que lorsqu'on atteint un niveau de souillure donné, quel qu'en soit qui vous êtes, et quelles qu'en soient les manettes dont vous disposez pour gouverner encore des choses, les gens vous lâchent. Parce que, après tout, il s'agit de l'économie nationale, il s'agit de la République, il s'agit de l'avenir de la postérité. Mais disons que l'outil principal de Zuma, c'est l'ANC. Et pourquoi l'ANC? Quand on vous parle de l'ANC en Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. L'ANC, c'est le symbole de la lutte de résistance contre l'apartheid. L'ANC, c'est l'organisation fêtière au sein de laquelle les Noirs sud-africains ont pu s'exprimer. Et quand vous entendez Noirs en Afrique du Sud, retenez seulement tous ceux qui ne sont pas d'origine néerlandais. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans ces conditions, au sein de l'ANC, il y avait deux options au total. Quelle qu'en soit la myriade d'options, il n'y en avait que deux. Allons-nous nous entre-déchirer, faire partie, notre héritage sociopolitique, notre héritage anthropopolitique, ou allons-nous régler le linge sale en famille pour pouvoir sauvegarder les meubles et sauvegarder l'essentiel. C'était de ça qu'il s'agissait. Donc, l'option qui a prédominé, en fait, c'est que il fallait sauver l'ANC, mais pas sauver Jacob Zuma. Beaucoup de ceux qui votaient, enfin, les 198 qui ont voté en la faveur de Zuma pour qu'il reste en l'état, ne percevaient pas Zuma comme cible définitive, mais percevaient l'ANC. C'est-à-dire, ils se disaient, c'est notre héritage commun. Si nous le laissons s'envoler, nous tomberons encore aux mains de la classe et de la race blanche. C'était de ça qu'il s'agissait pour eux. Et je crois qu'en termes de réflexion politique, pour qui connaît leur histoire, pour qui sait tout ce qu'ils ont traversé pour être là où ils sont aujourd'hui, c'est vrai, c'est fondé, c'est pertinent. Ce n'est pas à incriminer coûte que coûte. Titus Folly? Non, cette fois-ci, moi, je vais me dissocier un peu de cette analyse-là. Aujourd'hui, il faut dissocier ANC et la posture de Zuma. Zuma devient en quelque sorte un boulet que l'ANC est en train de traîner au regard des derniers résultats après les municipales. Donc, il y a cette volonté farouche aujourd'hui au sein de l'ANC de se départir de ce boulet-là qui est en train de ternir en quelque sorte leur blason. Et par rapport à cet élément-là, et au regard des futures échéances électorales qui s'annoncent, on constate déjà cette envie de se débarrasser de l'élément qui est en quelque sorte l'élément perturbateur, le talon d'Achille, de se débarrasser de lui en douce et de voir l'avenir en rose dans 2 ans. Et par rapport à ça, il use de comprendre que Zuma même a compris. Et vous avez vu les éléments en quelque sorte qui ont servi de passerelle. D'abord, avant le vote, on a envoyé le ministre de l'Intérieur qui a joué sa paix pompier, qui a conscientisé les policiers et ANC pour leur faire montrer l'avenir. Oui, on garde Zuma pour le temps qu'il faut, mais le plus dur reste à venir. Nous avons les échéances prochaines et nous ne devons pas les perdre. Donc, ils ont compris à l'interne que Zuma n'est plus l'élément qui leur permet de faire leur affaire, mais qu'ils usent de sauvegarder l'avenir parce que après la déculottée des municipales,
il y a la présidentielle qui s'annonce et il ne faut pas perdre cette élection présidentielle. Donc, par rapport à ces deux éléments d'appréciation, j'espère qu'il était important, il use de départir un peu le cas Zouma, de l'ensemble ANC, qui continue de garder sa charge mythique, sa charge symbolique par rapport à toute cette expérience politique qu'a connue l'ANC avec comme fer de lance Nelson Mandela et Thabo Mbeki et consorts. Voilà. Tibius Folli n'a fait que me rejoindre dans son analyse. J'ai dit, l'essentiel pour l'ANC aujourd'hui, ce n'est pas Zouma, c'est l'ANC. Et rappelez-vous un peu le discours du président du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale, un peu avant le vote. Il a fait l'historique de l'ANC, il a montré un peu la dynamique subie par cette formation politique et il est resté très évasif sur ce que Zouma aurait commis. Et puis, vous êtes d'accord avec moi que Zouma, non seulement ne peut pas, mais ne dispose même pas suffisamment de moyens pour corrompre un monsieur comme Jackson Ntembu. Alors, au total, c'est l'approche partie qui est en train de prévaloir. Et non, s'il ne s'agissait que de Zouma, s'il n'avait pas de meubles à sauvegarder, si les Noirs en Afrique du Sud n'avaient pas une histoire particulière, si l'apartheid n'avait pas pris par là, je dis Zouma certainement ne serait plus là. Ce qu'ils sont en train de sauvegarder, au-delà de tout, c'est le parti, ce sont les Noirs, c'est la République. Donc, vouloir le raser coûte que coûte, sans avoir même pris la peine de savoir qui allait le remplacer en l'état, de faire un peu de prospective, de voir un peu par rapport au mirage et à la perspective de 2019, sont autant d'éléments pertinents qui pouvaient être ethnocides et qui pouvaient engendrer systématiquement la mort et donc chanter le requiem de ce parti qui, en Afrique du Sud, est plus qu'un parti. Donc, c'est pour ça que je dis que quelque part, Tibius Folli n'a fait que me rejoindre, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on sait que depuis son avènement à la tête de l'Afrique du Sud, les affaires se sont succédées, notamment... il a été reconnu coupable d'avoir violé la Constitution. Il y a les affaires Gupta qui reviennent avec chaque épisode. Comment un homme pareil arrive quand même à survivre à ces scandales-là à la tête de l'État? Qu'est-ce qui explique cette force, cette capacité à chaque fois rebondir? Parce que ce n'est pas que l'opposition qui critique la gestion ou les affaires du président Zouma. On sait aussi que même au sein de l'ANC, il y a des factions et une faction très forte menée notamment par le vice-président qui n'est pas d'accord avec ce que le président Zouma est en train de faire. Qu'est-ce qui explique qu'il continue je dirais, de gouverner et d'avoir tout ce pouvoir? On sait aussi qu'il a par exemple limogé le ministre des Finances, Pravin Gordhan, sans que cela ne l'emporte. Qu'est-ce qui explique cette longévité à toute épreuve ou extrême? Non, il y a deux éléments sur lesquels il faut insister. Le premier, c'est que Zouma sait formater tout ce qui peut lui servir pour renforcer son pouvoir. Premier élément. Ensuite, lui-même, c'est un monsieur qui a la carapace. En Afrique du Sud, eux-mêmes disent, bon, ne mange pas la bouse qui veut. Vous connaissez, bon, permettez-moi d'aller un peu sur cet élément un peu trivial, mais il fallait utiliser cette expression pour faire voir, bon, l'importance de ce que je suis en train de dire. Donc, sur ces deux éléments, à partir de ces deux éléments, formaté et lui-même sa carapace, les deux combinés donnent ce prototype de dirigeant qui, pour avoir encaissé déjà des coups, pour avoir connu ce cheminement-là, c'est donner des coups et c'est prévoir l'avenir. Donc, quand on voit comment il déplace les pions sur son damier, comment il arrive à équilibrer les cristaux, Zouma n'est pas né de la dernière pluie et un président dans cette posture-là n'est pas abattu comme on le veut. Mais qui pour la battre, c'est qui peut. L'autre chose, c'est que Zouma, cette chance-là, bon, je dirais chance d'avoir cette famille Kouta derrière lui, comme bras séculier. Cette famille dont la surface financière n'est plus à démontrer. Cette famille
qui fait des largesses à tout le monde, qui tient tout le monde à travers les appels d'offres, à travers tout ce qu'on peut appeler les nominations, les dividendes de toutes sortes. Combiné à ces deux premiers éléments-là, Zuma a toutes les cartes pour se tirer d'affaire chaque fois qu'il est confronté à des épreuves qui, chaque fois quand il y a ces gens de contingences qui surviennent, les gens disent, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais il a toujours de quoi rebondir. De quoi rebondir et voilà. de quoi faire démentir les pronostics. Voilà, de votre analyse, deux points essentiels. L'homme est très aguerri politiquement et a aussi une surface financière que lui permet des familles, notamment la famille Gupta. Alors, certains poids lourds et métiers du parti ont réclamé son éviction, le fait qu'il démissionne. Mais Zuma a réussi à chaque fois à se relever. Cela s'est quand même traduit dans le dernier vote à l'Assemblée où on a vu, à cause peut-être du fait que le vote soit secret, plusieurs députés de l'ANC se sont désolidarisés et ont voté pour cette motion de défiance-là. Quelle est votre lecture de ce scrutin en particulier, puisqu'il n'a manqué que peut-être entre 12 et 15 voix pour que Zuma, à la tête de l'Afrique du Sud, ce soit du passé? Permettez-moi de dire d'abord que le point de vue de Titus Folly, pardon, j'en ai exactement la position contraire par rapport à Zuma. Voilà un monsieur qui, dans l'opinion publique sud-africaine, africaine et internationale, ne vaut quasiment plus rien. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde le sait. J'ai dit plus de 1200 chefs d'accusation. Si vous étiez personnalité politique et que celui-là venait avec de l'argent pour vous corrompre, vous allez accepter? Il y en a qui acceptent. Non. Restons objectifs. C'est-à-dire, même si vous voulez faire des affaires politiques avec quelqu'un, il faut qu'il y ait quand même un minimum de crédibilité. Allez-y. Un minimum. Sinon, vous-même, vous allez en prendre un coup par rapport à votre carrière politique. Lui, il a fini d'être président. Mais les autres qui doivent le côtoyer, ces gens-là ne sont pas encore devenus présidents. Et ils ont encore tout à montrer au sein de l'arène politique. De mon point de vue, Zuma dispose de deux atouts clés au sein de l'arène politique. Zuma est de la vieille école et il est allé aux côtés de Nelson Mandela. Il a fait la prison. Une dizaine d'années à Robben Island. Bon, quand vous avez ce statut en Afrique du Sud, vous êtes mythique. On vous respecte. Vous avez fait tous les combats qu'il faut et il faut qu'on vous soit reconnaissant. C'est important. Et depuis la fin de l'apartheid, en 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ces gens-là qui sont en train de faire la pluie et le beau temps. Si Julius Malema était de la famille de ces gens-là, de leur génération, parce que lui, il est relativement plus jeune, c'est vrai, il a aussi fait un peu la prison en défendant la cause anti-apartheid. S'il était exactement de la génération des Mandela, des Zuma, des Thabo Mbeki, il n'allait pas partir comme ça. Parce que n'oubliez pas, dès le départ, il était de l'ANC. Je dis, le second atout de Zuma, c'est l'ANC. C'est-à-dire, il faut comprendre que tel que Thabo Mbeki a été évincé, n'avait pas absolument fait du bien au parti. Parce qu'en dépit de tout, il y a l'image du parti qui est important. Je vous ai dit, quand vous réussissez à devenir président de l'ANC, c'est le lit tout fait pour devenir président de la République sud-africaine. Et un autre facteur important, c'est le refus de Cyril Ramaphosa de prendre le pouvoir sans qu'il n'y ait élection en bonne et due forme en 2019. Il estime que prendre le pouvoir dans ces conditions ne serait pas quelque chose de bien. Ou que d'ailleurs, par rapport aux réalités de leur arène politique, celui qui assure l'intérim ne devient plus président de la République si le président de la République arrivait à être évincé avant la fin de son mandat. En dit long, le cas de Thabo Mbeki. Alors, quand vous prenez ces réalités, ce n'est pas que Zuma dispose encore d'un pouvoir extraordinaire, qu'il arrive à corrompre tout le monde, qu'il arrive à contrôler tout le monde. Pas du tout. Il y en a beaucoup que Zuma aujourd'hui n'arrive plus à voir. Il y en a beaucoup à qui il ne peut plus réussir à envoyer des émissaires. Il y en a beaucoup qui ne veulent
même plus l'écouter, dont fait partie la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, quand vous prenez ces personnalités qui, aujourd'hui, est-ce que vous avez la capacité d'aller à des réunions fermées du bureau politique de l'ANC pour écouter un peu ce qu'on peut reprocher à Jacob Zuma, mais au dehors, on peut adopter une autre posture pour que le parti demeure et subsiste. Parce que si on permet que le parti commence par avoir assez d'émiettement et de fragmentation, et si on permet qu'il y ait la démultiplication des cas Julius Malema, qu'est-ce que le pays deviendrait au bout de 10, 15, 20 ans? Ce serait le retour des beurs. Et dans la mentalité collective des Sud-Africains, ce serait une sorte d'apartheid bis qui ne dit pas son nom. Donc, de ce point de vue, il continue encore à jouir d'une sorte de cohésion au regard de ce qui a sauvegardé comme l'essentiel par rapport aux dissensions, par rapport même aux exactions économiques, par rapport aux crimes économiques qui l'auraient commis. Voilà, alors pour la première fois, c'est une motion de défiance à bulletin secret qu'affrontait le président Zuma. Est-ce que c'est ce qui a permis à plusieurs députés ANC de voter contre lui? Oui, cela ne pouvait pas être une autre facette de ce bras de fer démocratique qui se jouait depuis près de 2 ans. Parce qu'à chaque fois, quand il s'agissait de passer à la motion de défiance, bon, il y avait toujours cette réticence par rapport à ce mode de scrutin. Mais cette fois-ci, comme la présidente de l'Assemblée a eu le carton de l'instance, de l'auguste instance de régulation, elle a joué, mais en faisant également encore le jeu de Zuma. Et c'est pourquoi je dis que Zuma n'est pas n'importe qui. Vous avez vu, c'est à 24 heures de la motion de défiance qu'elle a finalement lâché du lest pour dire, bon, nous irons à un vote secret. Mais avant, elle a fait planer le doute tout le temps. Parce que n'étant pas encore rassurée que tous les éléments un peu dissidents qui pouvaient en quelque sorte conduire à la victoire n'étaient pas encore maîtrisés, il fallait être sûr que le processus était encadré. Et quand elle a constaté que le processus était encadré, avec tous les stratagèmes qui se nouaient, se dénouaient, finalement, à 24 heures, elle a annoncé qu'il fallait aller à ce mode de scrutin. Premier élément. Deuxième élément, le récent échec au municipal continuait de tarauder un certain nombre de pontes de l'ANC qui, ayant décrypté sous toutes les coutures ces résultats calamiteux qu'ils ont eu depuis l'avènement post-apartheid, il était important de présager ou de mettre des digues, de mettre des barricades au guichet pour éviter encore une prochaine déculottée. Donc, par rapport à ça, il y a certains qui voulaient s'émanciper pour montrer à Zuma que non, c'était lui, en quelque sorte, le maillon faible de leur mouvement politique. C'était lui le maillon faible de cette formation politique emblématique qui, ces derniers temps, est en train de traverser le désert. Mais comme Zuma, ce n'est pas celui qui a toujours peur des ampoules buvables, il s'est contrôlé, et il s'est agi en sourdine, et il a encore agi en manipulant. J'ai l'impression qu'il a manipulé à sa guise la présidente de l'Assemblée, qui, faisant penser qu'elle jouait à la démocratie, bon, a fait le jeu de Zuma. Vous pensez que c'est une stratégie? C'est une stratégie, tout ça là, c'était une stratégie de Zuma. Voilà, MTFA, 177 députés pour, 198 contre, 9 abstentions. Quel impact ce nouveau sursis accordé au président Zuma aura sur son avenir personnel d'abord et après sur l'avenir de l'ANC? Quand vous prenez les 177, ça fait 35,40%. C'est important, puisque à chaque fois, puisque c'est 4e motion de défiance. Donc, à chaque fois, quand il y a une motion, le taux... Ça s'effrite. Le taux, non pas du tout. Le taux est encore plus corsé. Ça s'augmente plus. Donc, c'est pour dire, en fait, que
de plus en plus, Zuma même sait que des voix s'élèvent contre lui. Ça, il l'a toujours su. Les 9 abstentions, je les range plutôt dans le compte de stratégie de Zuma. Puisqu'en fait, s'abstenir, c'est rejoindre ceux qui accepteraient que Zuma continue par rester là. D'accord? Donc, il vaudrait mieux ajouter cela aux 198. Et le Parlement sud-africain, ils sont 500 députés. Et l'ANC seul a 249 députés. Ils sont 400 au total. Ils sont 400. Ils sont 400. L'ANC seul a 249. Ce qui fait quasiment 50%, puisque ça fait 49,80%. Alors, regardez un peu par rapport à cette proportion et regardez ces chiffres-là. De plus en plus, les taux se resserrent autour de lui. Par rapport à son avenir personnel, il sait qu'il est débouté, il sait qu'il est perçu comme un corrompu, ça il le sait, il ne l'ignore pas, et il sait que tout cela compromet bien évidemment les chances de sa femme. Et puis vous avez vu, dernièrement, il y a une seconde femme qui s'est portée également candidate. Et là, c'est la stratégie de Ramaphosa. Alors aujourd'hui, Dlamini Nkosazana ne peut plus dire je suis la seule femme, votez pour moi. Il y a également une autre femme digne de confiance, qu'on connaît beaucoup plus éthique et beaucoup plus probe qu'elle et son mari. Alors tout cela, d'une manière ou d'une autre, a d'incidence directe, d'abord sur les Zuma et ensuite sur l'avenir du parti et sur l'avenir de la République sud-africaine. Je crois que de plus en plus le son de cloche du côté du président Jacob Zuma est clair. À mon avis, avant son départ en 2019, il est important de faire un nouveau remaniement ministériel, de se réconcilier avec le peuple sud-africain en cherchant d'abord la réconciliation à l'interne et de ne surtout pas chercher à s'impliquer quant à celui qui le remplacerait. Parce que s'il est énigmatique, il ne l'est pas plus que Cyril Ramaphosa, qui a été le secrétaire général du syndicat des miniers, appendice et bras opérationnel du parti ANC. Et il n'est pas n'importe qui, lui aussi. Et il y a 37 ans, puisqu'en 1980, il y a 37 ans, il a aussi failli être président de l'ANC exactement dans la même condition. Donc je l'avais dit ici, c'est aussi à lui, son tour à lui, de jouer sa carte. Ceux qui ont fait avec Mandela, ils sont encore là. Et il faut en tenir compte. Voilà, aujourd'hui, mais MTFA, on a l'impression quand même que le président Zuma joue carte sur table pour Nkosazana. Il a même entonné des chants à la gloire de Nkosazana, Dlamini Zuma, après ce vote-là. Alors, on n'a pas l'impression, il l'a dit publiquement. Il a lancé l'association des femmes de l'ANC pour sa femme. Tout à fait. Il l'a fait nommer à la commission de l'Union africaine pour pouvoir avoir la carapace de quelqu'un qui connaît le monde entier, alors que celle-ci a été déjà ministre des Affaires étrangères, ministre de la Santé, plusieurs fois. Donc, il lui a donné l'étoffe nécessaire en termes de crédibilité, d'expérience politique. Formée pour le job. Formée pour le job. Maintenant, elle n'a pas su forcément tenir sa langue ou elle a manqué de beaucoup de coaching parce que à la tête de la commission de l'Union africaine, elle s'en prenait aux francophones. Et vous savez bien le duel entre le Gabonais et lui, entre Jean-Ping et lui, vous savez bien l'issue de ce duel-là. Alors, à l'interne, par rapport au parti, c'est d'autres réalités, parce que au moment où les Mandela se battaient, elle était où? Elle était où? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et puis emboîter directement le pas à son mari, qui, du reste, dont la gestion est très souillée, pas tout ce que nous connaissons comme affaires et dossiers, dans ces conditions, serait un peu difficile. De plus en plus, ils sont en train de s'en rendre compte. Voilà. Titus Folly, est-ce que le maintien de Zuma hypothèque les chances de l'ANC pour la présidentielle de 2019 en l'état? Est-ce que si aujourd'hui on ne se départit pas du cas Zuma, si on ne l'oblige pas peut-être à démissionner, est-ce que si Zuma reste en poste en l'état, est-ce que le parti est assuré de gagner les élections de 2019? Oui et non. Allez-y.
Oui, parce que la charge qu'il porte, la charge de souillure qu'il porte est tellement déjà une réalité tangible qu'on ne saurait ignorer. Donc, continuer par garder les rênes de l'État handicape son parti. Mais non, si Zuma ne reste pas pour contrôler les arrières, pour assurer sa garde rapprochée du lendemain, parce qu'à l'interne, c'est une guerre entre les cartels. Permettez-moi d'utiliser cette expression, parce que au niveau de l'ANC, la bourgeoisie comprador qui semble garder les rênes de ce parti sont en compétition nette. Et ces cartels-là ne se font pas de cadeaux. Donc, sur les deux plans, Zuma doit rester pour sauvegarder les arrières, mais en restant, il compromet. C'est pourquoi, au regard des prévisions, au regard de l'analyse politique, il se pourrait que le prochain congrès de décembre soit une occasion pour lui de lâcher du lest et trouver une solution avec un accommodement d'un intérimaire. Mais dans ces conditions, Cyril Ramaphosa, qui sait que déjà quand vous restez dans la posture de l'intérimaire, vous n'arrivez jamais à rebondir, acceptera-t-il de faire le jeu de Zuma? C'est là toute la question. Et puisque, en tant que vice-président, c'est lui qui devrait hériter normalement du poste si le président abdiquait. En tout cas, si l'ANC décidait d'écarter le président, eh bien normalement c'est le vice-président qui devrait reprendre le poste. Est-ce que le maintien de Zuma hypothèque les chances du parti pour la présidentielle 2019? Je suis d'accord avec l'analyse de Titus Folly, mais je voudrais renchérir en disant ceci. À première vue, un chef d'État corrompu, c'est tout à fait logique que son parti le déboute, place quelqu'un d'autre, et puis c'est cela qui ferait l'affaire du parti. Mais à l'ANC, ce n'est pas tout simple. C'est beaucoup plus complexe. Complexe par rapport à celui qui, normalement, a l'étoffe suffisante pour venir, c'est-à-dire Cyril Ramaphosa. Complexe par rapport à ce que le chef de l'État, Zuma, ne voudrait pas que ce soit celui-là, voudrait plutôt que ce soit sa femme. Complexe par rapport à ce que la communauté internationale continue pas à soutenir Pravin Gordhan, qui n'est pas n'importe qui a un financier bon teint. Rares sont les financiers qui ont la carrure et l'apparence d'hommes d'État crédibles et luttant contre la corruption, qui aujourd'hui donne son soutien à Cyril Ramaphosa. Alors, quand vous prenez tous ces éléments et que Julius Malema, de l'autre côté, avec le leader de l'Alliance démocratique, qui constitue donc l'opposition, et qui sont des Noirs, continuent par crier en l'État, fait partie Zuma dans ces conditions, sans trop savoir qui réellement le remplacerait, sans que ce ne soit Cyril Ramaphosa, c'est ouvrir autant de points d'incertitude pour, au finish, perdre le pouvoir. Autant donc le garder, autant donc sauvegarder l'essentiel, continue pas à améliorer le coût et la chance de Cyril Ramaphosa jusqu'à poser l'aéronef tranquillement par terre sans l'égratigner pour qu'un autre commandant de vol puisse mettre la main sur la manette. C'est comme cela que je le perçois. Voilà. Mais à l'analyse, moi je vois que de plus en plus les chances de Cyril Ramaphosa sont réduites. Il a contre lui cette guerre contre Zuma. Quand vous affrontez Zuma, tous ceux qui ont affronté Zuma ont perdu la bataille. Donc c'est un indice qui n'a l'air de rien, mais qui peut peser à la longue. Premier élément. Deuxième élément, c'est Ramaphosa lui-même a des casseroles pour son passé de financier bon teint, de gros vol. Il a des casseroles. Et Zuma va utiliser ça contre lui en son temps. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, au sein du parti, si on considère les unités mobiles que constituent les électeurs et les structures afférentes, Zuma a encore les cartes en main parce qu'il arrive à manipuler ces structures-là. Et ces structures, aux dernières nouvelles, sont acquises à Mme Zuma. Donc, si on devait engager aujourd'hui les joutes,
Cyril Ramaphosa risque de perdre la face. Et donc, au regard des contingences... Par où passe son salut alors, dans ce schéma-là? Son salut passerait par sa capacité à endiguer, à noyauter les velléités de Mme Zuma. Et, deuxième chose, à réussir à avoir les financiers avec lui. Il a déjà les financiers avec lui, mais il n'arrive pas encore à les convaincre par rapport lui-même à son programme. Parce que lui-même, je disais tout à l'heure, sa posture de financier, de bontin, de revol, quelquefois le compromet. Parce que son appétit gargantuesque et vorace avec les marchés, surtout la RDC, qui est le jardin à côté et qui a des potentialités énormes en matière de minerais, en matière de ressources énergétiques, fait qu'il est rentré dans les affaires. Et quand vous rentrez dans les affaires, c'est que vous laissez des pécadilles et les gens peuvent s'en servir pour vous abattre. Non, je ne crois pas que Zuma attaquerait quelqu'un par rapport à des casseroles, parce que lui, il en a exposé partout, donc je ne crois pas qu'il parlera de casseroles à quelqu'un, et pas surtout à quelqu'un qui n'est pas encore allé aux affaires. Ramaphosa n'a jamais été président de la République. Vous voulez lui parler de quelle casserole? Alors que tous les casseroles que lui, il traîne, il les a traînées pendant qu'il est président de la République. De ce point de vue, on n'attaque les autres que par rapport au point où nous-mêmes nous pensons que nous sommes forts. Donc, par rapport à Cyril Ramaphosa, il y a l'affaire de la mine où c'est plutôt ce que lui il a comme problème. Et c'est un très gros problème. Oui, c'est un très gros problème. Je crois qu'il dispose encore, de mon point de vue... Il a d'ailleurs demandé pardon au peuple sud-africain. D'un peu de temps pour mieux convaincre les gens. C'est une affaire d'autant plus grave par rapport à Ramaphosa parce que lui-même a été secrétaire général du syndicat de ces miniers. Et je vous ai dit, quand vous prenez l'ANC, le bras opérationnel, c'est ce syndicat-là. C'est pas une... parler de la COSATU. La COSATU, c'est pas n'importe quelle structure. Son deuxième atout, de mon point de vue, je vous dis, il est avec Gordhan Pravin. Pravin est en train de le soutenir, et vous le savez bien. Quand Pravin a été rasé en mars 2017 parce qu'il était trop pointu dans la lutte contre la corruption, même la communauté internationale était intervenue pour dire de le maintenir à son poste. Et il a le soutien de celui-là. Il a déjà, dans la stratégie politique, en faisant susciter la candidature d'une seconde dame. Ce n'est plus Mme Zuma aujourd'hui seule qui est femme, candidate. Et il a également une partie considérable de la jeunesse du parti avec lui. Je ne suis pas pro-Ramaphosa, je ne suis pas sud-africain, je suis africain moi, ouest-africain. Donc c'est juste pour vous dire, quand j'observe ce qui se passe, ce n'est pas que Zuma aujourd'hui a dit si on m'affronte, on ne gagne pas. L'ANC, ce n'est pas un parti comme ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus sérieux. Et on n'est pas élu jusqu'à ce jour. Enfin, depuis 1994, on ne devient pas président de la République en Afrique du Sud parce qu'on a forcément un bon programme. Non. Mais parce qu'on a réussi à gagner le combat au sein de l'ANC. Le réseautage. Le réseautage au sein de l'ANC. Et vous réussissez à gagner parce que vous avez été de la lutte Mandela, c'est-à-dire anti-apartheid, et qu'on vous reconnaît comme tel. C'est comme aux États-Unis, vous devenez président parce que vous avez gagné une guerre, parce qu'on vous a vu mener un combat contre tel ou tel pays, un combat idéologique ou même combat armé. C'est pareil en Afrique du Sud. Donc, son programme, je ne crois pas que ça ait d'insuffisance ou de déficience spécifique. Je ne crois pas. Mais il faut qu'il prenne les 2 ans à venir, enfin, avant le congrès de décembre prochain, à travers un peu, à mieux resserrer les liens, à mieux ressouder ses appuis, à mieux faire fonctionner ses lobbies à l'interne, et cela pourrait peut-être donner quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Alors, quelqu'un va gagner l'investiture de l'ANC ou quelqu'un pour reprendre le lead du pays après l'ANC. Nous allons suivre Julius Malema. Il s'exprimait après le vote de la motion. Pour lui, le Parlement a protégé un criminel. 26 membres du Congrès national africain ont voté avec l'opposition
et 9 membres de l'ANC se sont abstenus. Nous disons donc à Jacob Zuma, attention, car aujourd'hui, il est possible de destituer Jacob Zuma sans problème, sans aucune goutte de sang. Nous saluons ces membres courageux du Parlement de l'ANC. Nous leur disons de continuer à se battre. N'écoutez pas les intimidations. Électeurs d'Afrique du Sud, l'ANC a aujourd'hui protégé un criminel. Vous devez savoir que l'ANC a eu le choix entre les Sud-Africains et un criminel. Ils ont choisi un criminel. Vous devez choisir des partis progressistes en 2019. Titus Folly, le message est clair. Le parti a préféré protéger un criminel. Vous devez choisir un autre candidat pour 2019. Et Julius Malema faisait de l'euphémisme, même si c'est un euphémisme disgracieux. Bon, il a dit que ce que tout le monde sait déjà. Bon, ben, lui, son combat est ailleurs. Vous savez, il est devenu en quelque sorte ce qu'on peut appeler une relève de qualité. Il se met dans cette dynamique. Et les coups de boutoir osés qu'il porte au régime ANC, à Zuma fragilisé par les scandales, bon, également, lui donne un peu de crédit. Mais il reste beaucoup à faire pour pouvoir investir Zuma parce qu'on ne touche à Zuma que ceux qui peuvent. Alors, on a vu Julius Malema qui a souvent eu des meetings avec l'ADA, l'Alliance démocratique. Ce n'est pas des partis qui sont historiquement censés avoir même le même mode. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, cette alliance-là est possible pour 2019? Non, cette alliance n'est pas possible. Pourquoi? Et les Sud-Africains même ne peuvent pas l'accepter. Et Julius Malema en est conscient. Tout ce qui semble fleurir un peu une alliance entre ceux-là qui ont été les anciens maîtres et ceux qui ont été martyrisés n'est pas du tout accepté. Il en est conscient. Mais la stratégie... C'est une stratégie de circonstance. Oui, les petits ruisseaux feront le grand fleuve contre Zuma. C'est tout. C'est l'obédience dans laquelle les deux s'inscrivent en faisant cette alliance de circonstances. Voilà. C'est une alliance de circonstances pour fragiliser Zuma. Mais Zuma, Malema sait pertinemment qu'il y a un Rubicon à franchir et il en est conscient. Voilà. M. Tchefa, cette possible alliance, on les a vus faire des meetings ensemble, on les a vus marcher ensemble, on les a vus adopter les mêmes postures pratiquement à l'Assemblée. C'est vrai que chacun est de son côté, EFF Fabier toujours tout de rouge vêtu, et les autres qui sont souvent habillés à l'européenne. Mais le combat semble être le même aujourd'hui. Est-ce que c'est un combat qui peut aussi être le même pour 2019? Non. Malema, écoutez, il est en train de jouer sur son image pour une jeunesse de qualité. Mais il n'aura d'avenir si il convoite le poste du président de la République au sein de l'ANC. Je doute fort que le président sud-africain, c'est trop tôt maintenant pour que ce président-là ne revienne pas de l'ANC. C'est trop tôt. Par rapport à leur histoire, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, comme martyrs, par rapport à l'apartheid, c'est ça l'organisation fêtière au sein de laquelle il faut militer si on veut gagner quelque chose en termes de pouvoir politique. Et il tient un discours qui est mauvais qu'on ne tient pas en Afrique du Sud. Quel est ce discours-là? Il dit que la famille Gupta est une famille d'étrangers. En Afrique du Sud, on ne dit pas ça. C'est un pays où il ne faut pas s'intéresser à la race des gens. Parce qu'ils ont vécu une histoire raciale qui fait que quand vous évoquez les races, des gens entrent en transe. Les Indiens ou les Sud-Africains d'origine indienne font 7% en Afrique du Sud. Et il y en a qui ont fait le combat avec Mandela, qui ont fait la prison avec lui. Donc, quand on aspire au pouvoir politique dans ce pays, on ne dit pas ces genres de choses-là. Quand on combat les aînés publiquement et qu'on sort de l'ANC, qu'on crée un parti, parce qu'il a été président des jeunes leaders de l'ANC, il ne faut pas oublier. Alors, quand on sort de là, on dit ces genres de choses, on est mal perçu par le peuple. Il est en train d'emboucher une trompette où il sait qu'ils ne seront pas plusieurs à écouter le son. Il le sait,
Mais quelque part, c'est important pour la démocratie, c'est important pour la vitalité de la classe politique sud-africaine. Et puis, le voyage de milieu commence toujours par un pas. Il faut faire attention à ces mouvements défectionnistes qui, à tout moment, pourront un jour permettre aux autres de saisir cette portion et ce bout pour se hisser à nouveau au pouvoir. Voilà, Aimé Tchefa, merci, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Titus Folly, éditorialiste, consultant média. Ce sera tout pour ce débat Afrique du Sud, échec de la motion de défiance contre Jacob Zuma. Quelle image pour l'ANC à l'approche des présidentielles? Merci de nous avoir suivis.